Je suis Raymond Lévesque, poète, écrivain, chansonnier, comédien, militaire. Et je suis sourd. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Moi, je suis né le 7 octobre 1928 à l'hôpital Notre-Dame. Puis j'ai passé ma petite enfance sur la rue Saint-Hubert, près de la rue Cherlier. Mon père était un éditeur. Il avait sa maison sur la rue Saint-Hubert. Il a eu sa maison d'édition de 1925 à 1937. Il a édité 250 auteurs québécois. Mon père, c'était un intellectuel, ce qu'on appelle un intellectuel. D'abord, mon père n'était pas fait pour être un père. Il était trop préoccupé par toutes sortes de choses pour s'occuper vraiment des enfants. Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 4 ans. Puis mon père s'est remarié. Puis j'ai eu une belle-mère. Puis j'avais une grand-mère par alliance. Et c'était un professeur de musique. Et c'était elle qui m'a initié au piano quand j'avais une dizaine d'années. Et puis, j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'aimais beaucoup Charles Trenet. J'étais un admirateur de Charles Trenet. Chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Faut la trouver, faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil, rendez-vous avec la lune. J'avais le soleil, rendez-vous avec la lune, puis je chante. Ces choses-là qui jouaient à la radio, c'est la première chanson que j'ai entendue de Trenet. Puis j'allais à l'école en chantant les chansons de Trenet. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin, je chante. C'était difficile dans ces années-là. L'éducation, c'était violent. Puis, dans les écoles, il y avait beaucoup de violence. Alors, moi, comme j'étais timide, ben, j'étais un peu souffre-douleur. Ça m'a marqué beaucoup, ça. Je n'apprenais pas, puis je me faisais détruire. Mais mon école, malheureusement, ça a été les bonnes calices. Ça a été quand je travaillais dans les clubs, quand je vadrouillais ou barbochais dans le Red Light. Moi, j'ai connu le Red Light en 1945-46, la belle époque du Red Light. Le Red Light, c'est un centre de débauche situé entre Saint-Laurent, Saint-Denis, Ontario, puis Grey. Mon cœur sent quand il est sans fièvre et sans... Je travaillais comme basse-boire, je ramassais un verre mal payé, bien sûr. Alors, heureusement, ma grand-mère m'avait montré la musique. Pas longtemps, mais les 4 ans qu'elle m'a montré, ça m'a suffi pour plus tard m'arranger. Alors, heureusement que j'ai eu ça, puis que sans ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'avais pas aucun métier, aucune éducation, rien. Une petite Canadienne, quand elle sourit, quand elle sourit, quand elle sourit. Une petite Canadienne, quand elle sourit, tout le monde sourit aussi. Une petite Canadienne, quand elle dit oui, quand elle dit oui, quand elle dit oui. Une petite Canadienne, quand elle dit oui. Et vous avez poussé beaucoup vos études pianistiques? Oui. Oui et non, parce que je les continue encore. Oui. Et vous, à partir de quand avez-vous commencé à composer? J'avais à peu près, je crois, 14 ans ou 15 ans. Comme tout le monde, quand on est jeune, on sent le besoin de s'exprimer. Et pourquoi avez-vous choisi la chanson comme mode d'expression? Franchement, je pourrais pas dire. C'est le hasard, surtout.
Vous étiez mêlé à un groupe d'artistes, d'amis Oui, tout jeune, j'avais surtout un couple d'amis. Et y a-t-il quelqu'un qui vous a particulièrement conseillé ou encouragé dans cette voie? Oui, il y a Fernand Robidoux. Je croyais à tout ce que tu disais. Tu savais si bien les mots. Je t'écoutais. Moi, j'ai commencé la chanson en 1946, 45, 46. Et dans ce temps-là, il fallait que ce soit des chansons, des succès français ou américains. Mais une chanson pas connue, personne ne voulait chanter ça. Mais le seul qui a aidé à la chanson, c'était Fernand Robidoux. C'était une vedette de l'époque, un chanteur crooner. Comment vous l'avez connu, Raymond, M. Robidoux? Ben, c'est Raymond qui est venu me trouver à un moment donné. Il y avait déjà dans ses cartons plusieurs chansons. D'après moi, quelques-unes des meilleures qu'il ait jamais écrites. Il était, il faut pas s'en cacher, passablement influencé par Charles Trenet à ce moment-là. Je vais rendre un hommage à Fernand parce que c'est le premier qui a pris un risque sur la chanson québécoise. À ce moment-là, la mode est aux chansons étrangères et les interprètes ne se risquaient pas sur des chansons nouvelles, inconnues. Alors, Fernand, le premier, a indisqué en 1949 à Londres et a indisqué 24 chansons québécoises. La première chanson qui m'est apportée s'intitulait « Vous êtes pour moi ». Vous êtes pour moi, jolie demoiselle, vous êtes pour moi comme l'hirondelle, le premier printemps, le premier amour de mes 20 ans. Alors, c'est à Fernand Robidoux que je dois ma carrière. Et puis, il était le premier à chanter mes chansons. Puis, moi, il m'a beaucoup aidé, Robidoux. Parce que sans Robidoux, je sais pas, je me serais retrouvé. Vous êtes pour moi, oui, le premier sourire. Vous êtes pour moi. Alors, en 54, à un moment donné, je suis parti pour la France. Avec mon vieil ami, Serge Aiglin. Il m'avait appelé comme ça, puis il dit, je m'en vais en France. T'en viens-tu avec moi? Bouge pas. Arrive. Fait que là, on a vendu à peu près tout ce qu'on avait. On pas grand-chose, en tout cas. Moi, je me rappelle, en tout cas, j'avais vendu mon piano, on a une coupe d'armoire. On est parti pour la France. Je suis arrivé à Paris le 1er mai 1954. Puis je chantais dans les salles à manger. Puis je chantais sur des petites places. Je pouvais passer le chapeau. C'est au cœur du très vieux Paris, dans une rue qui remonte au Moyen-Âge, que votre reporter a rencontré l'un des plus jeunes parmi les chansonniers canadiens installés à Paris, Raymond Levesque. Des coins animés et vivants, où l'on chante depuis 500 ans. Je commence à être un vieux Parisien, là. Ça fait 2 ans que je suis là. Et puis, ici, c'est un peu mon coin, je viens souvent, alors. Ah bon? Et au cours de ces 2 ans, qu'est-ce que tu as fait au juste, Raymond? J'ai fait beaucoup de cabarets. J'ai travaillé surtout dans des endroits comme ici, parce que ce sont les endroits qui se prêtent mieux pour mon tour de chat. Alors, j'ai travaillé au Lapin Agile, au Cabaret de l'Écluse, au Caveau de la Bolée. Saint-Germain-des-Prés en 54, c'était extraordinaire. C'était plein de jeunes qui venaient de partout dans le monde. Puis alors, c'était l'amitié, c'était la fraternité. Puis on était tous plus ou moins cassés. Puis on s'entraidait. Ah, c'était une belle époque, ça. On était pauvres, mais maudit qu'on était heureux. Ah, c'était une belle époque, Saint-Germain. Ah oui, je n'oublierai jamais Saint-Germain. Qu'est-ce que tu as comme chanson nouvelle maintenant? Maintenant, j'ai une chanson qui va bien, c'est Les Trous de la Ceinture. C'est une chanson qui raconte qu'au 5e trou de la ceinture, on est jeune, puis on n'a pas de problème. 3e trou, c'est un peu plus sérieux. Au dernier, évidemment. Ouais. Ça se gare. Tu nous en chantes, s'il vous plaît. Ah oui? Voici le 5e. Au 5e trou de la ceinture, on a 20 ans et belle allure. Quand tout le monde débutait, quand il y avait Brel débutait, Béard, Barbara, Jean Ferrat, tous ces artistes-là, on était tous au même niveau, on commençait tous, on travaillait tous ensemble dans un petit boîte. C'est l'amitié que je retiens de ce temps-là. On était vraiment des frères, tout le monde. Puis on avait des grandes discussions politiques, philosophiques. Puis dans ce temps-là, il y avait la guerre d'Algérie. Alors ça m'a marqué, parce que c'était dur, la guerre d'Algérie. Tout ce qu'on apprenait par les journaux sur la répression en Algérie, puis la répression à Paris. Il y avait beaucoup d'Arabes à Paris parce que
l'Algérie, c'est un département français. Alors, les Algériens, ils étaient maltraités à Paris. Ah, ils étaient maltraités. On les appelait les ratons. Les ratons. Alors, il y avait les ratonnades. Quand la police les matraquait. Puis pour rien. Puis un soir, je me rappelle, on était dans un restaurant, puis on discutait du char humain, puis machin, la guerre, puis tout. Puis à un moment donné, j'avais dit ça quand les hommes font l'amour. Puis ça a cliqué dans ma tête. Puis je l'avais noté sur mon paquet de cigarettes. Gitane. J'avais noté ça. Puis le lendemain matin, je m'étais levé. Puis j'avais le corps gros un peu parce que on avait pris un coup fort un peu. Fait que dans ce fois, on se lève le matin, on a le corps gros un peu. Puis là, j'avais pris mon petit cahier, puis j'allais toujours, j'ai gardé mon petit cahier. Puis j'avais écrit ma musique, j'ai fait mes barres de mesure, j'ai écrit la musique, puis j'ai écrit des paroles comme ça. Mais qu'est-ce qui t'inspire dans des chansons, Raymond? Tu fais des chansons à même... Oui, à même ce que je vois, surtout. Des chansons descriptives. Je trouve un sujet, puis après, je fais les paroles et la musique en même temps. Les deux en même temps? Oui, moi, c'est ma façon. Ah oui, c'est pas les paroles qui viennent d'abord, ni la musique d'abord. Tu fais... Non, je travaille les deux en même temps. Ça va mieux, je sais pas comment dire. Et quelle est la toute dernière de tes chansons, alors? Ah, la toute dernière s'intitule « Quand les hommes vivront d'amour ». Chanson un peu philosophique. Tu nous en donnes la primeur. Oui, d'accord. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, c'était les bras de la chanson. Où il fallait que nous... Puis, moi, j'ai jamais pu aller plus haut pour la simple raison que je chantais avec un ukulélé. M. Cocatrix, le directeur de la Pierre, il m'aimait beaucoup. On était des bons amis. Mais il me disait, non, tu peux pas te mettre devant 3000 personnes avec un petit ukulélé. Et puis, l'alcool. Moi, j'ai commencé à boire à 17 ans parce que, moralement, j'étais battu. Puis en France, toujours du vin quelque part, les bistrots, l'apéritif, le midi, l'apéritif, le vin, le cognac, tout le temps. Dans le métier, c'est pas bien vu. D'abord, le métier, c'est petit. Et puis, tout s'asseye. Alors, moi, ça n'a pas été long que ça s'est su que je buvais. Alors, ça m'ennuie. Et même quand je suis revenu ici, ça m'ennuie. Ah ouais. Encore aujourd'hui. Une fois, Raymond Lévesque. Moi, j'ai réussi à m'en sortir à 72 ans. Je suis rendu à 83. Imaginez le temps que j'ai bu. Enfin, ça va maintenant. Il faut faire attention à son cœur. C'est un ami qui nous veut du bonheur. Mais l'amitié n'est jamais prisonnière. Pour la garder, il faut être sincère. Il faut faire attention à son cœur. Moi, je suis arrivé le 23 décembre 1958, en France. J'étais fatigué, puis j'ai dit, je vais aller me reposer un peu chez nous. C'est dur, la vie à Paris. Puis, je suis arrivé le 23 décembre. Puis le 29 décembre, ici à Radio-Canada, il y a eu la grève de réalisateurs. Puis là, Jean Duceppe nous a embarqué là-dedans pour appuyer les réalisateurs. Mais tout le monde penserait que ça durait 3 semaines. Mais c'est pas ça du tout. Ça a duré 4 mois. Il a fallu attendre jusqu'en septembre avant que le travail reprenne. Ah, il y en a qui ont tout perdu là-dedans. Ah, les artistes, ils vendaient leur maison. Beaucoup ont tout perdu. Puis nous autres, on était pauvres, puis on faisait
la tournée pour soutenir les grévistes. Puis un soir, on a eu l'idée, on a dit, tant qu'à crever de faim, rien faire, on devrait former un groupe puis faire quelque chose. C'est là qu'on avait formé les Beaux-Os. En l'honneur de Félix, on avait appelé les Beaux-Os. Et puis les Beaux-Os, c'était Raymond Lévesque, c'était Hervé Brousseau, c'était Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland et moi. Ça, c'est le premier groupe. On était des créateurs jeunes, ambitieux, on avait la flamme, on voulait tellement réussir. On commençait une carrière, on était bien repliés sur nous-mêmes. On était heureux de former le groupe parce que ça nous aidait à partir, mais c'est surtout le désir qu'on avait de faire ce métier-là. C'est un gars qui a promené sa bosse un peu partout en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, avec sa bosse, Raymond Lévesque. Puis on avait trouvé une boîte à Christine, un restaurant qui s'appelait le Lutaise. Il y avait une petite salle en haut. Puis c'était la première boîte de chansons. Voici les voyages. Ah, les voyages. Puis là, ça roulait. Là, il vient du monde, tu comprends? Il vient Simone Signoret, il vient Yves Montand, il vient Hervé Bazin, il vient des Américains, il vient Edith Piaf, naturellement, qui est là. Tu te souviens de ce soir-là? Oui, ben oui. Tabarnouche, là, ça l'émoi. Signoret et compagnie, Montand, Piaf, étaient tellement éberlués par ça, de voir que une colonie francophone, une colonie, parce qu'on est une colonie, on est encore des colonies, on est encore des provinciaux, on n'a pas un pays, là. Attention, on est encore au Québec, province de Québec, PQ. Étonné de voir que nous, les beaux colonisés, se mettaient à la tâche et on commençait à faire tout un travail qu'avait fait la France depuis 150 ans, 200 ans, depuis Villon. Au parc La Fontaine, tout près de l'étang, un soir, je t'ai dit, je t'aime. Au parc La Fontaine, c'était le printemps, la nature disait le même. Raymond Lévesque. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quoique tout jeune encore, ces chansons déjà font le tour du monde. Edith Piaf à Paris chante ses refrains. Voici Claude Léveillé. Ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique. C'est qu'on était les ouvriers de la première heure. Raymond en était. Les ouvriers de la première heure, ce sont ceux qu'on oublie les plus vite. Parce qu'on est occupé au boulon, on est occupé à mettre les rails, on est occupé à faire ce pont qu'on appelle aujourd'hui les francopholies. Mais les francopholies, il n'y a personne qui a mis les boulons là. Les francopholies, aujourd'hui, les gens traversent le pont. Fait par des gars comme Raymond Lévesque. Fait par des gars comme Félix. Fait par Pauline Julien, qui était une lionne de la chanson. Une lionne de la chanson. Et puis, ben c'est ça. C'est juste... C'est ça, c'est pour ça que c'est si important qu'il soit là, Raymond, parce que on était presque des maquisards. Quand Raymond Lévesque est venu sur la terre, son père voulait qu'il devînt bûcheron. Sa mère insistait pour qu'il devînt frère. Mais lui voulait écrire des chansons. C'est le grand Raymond qui a tenu son bout, même si ça nous fait des engagements de moins. Tout le monde sait que pour une terre en bois de bout, nous, notre Lévesque, on l'échangerait jamais. Il était le grand frère. Pour nous, c'était une espèce d'autorité. C'est lui qui en avait le plus d'expérience. Puis des fois, il nous le faisait savoir. Il voulait qu'on soit plus rigoureux dans notre travail. Puis des fois, ben, on était un peu... Paparlinga-tinga-tinga-tang, tang, paparlinga-tinga-tinga-tang, paparlinga-tinga-tinga-tang, ta-la-la-la-la-la-la. Mon oncle Arthur, c'est un gros taureau. Tous les hivers, il part pour l'Ontario. Ça va travailler dans les chantiers, faire la cuisine, car il est cuisinier. Et Raymond, lui, nous a appris
Puis on le savait, puis on le sentait dans la salle. C'est qu'il s'était bagarré, mais pas seulement qu'ici. Et surtout, il s'était bagarré, Raymond, en Europe, dans les vieux pays francophones. Et nous, on avait tous de l'admiration pour lui, parce qu'un espèce de combattant qui revient, tu sais, dans son pays, au lieu de partir avec une carabine, il était parti avec sa guitare. Pour moi, être chansonnier, ce n'est rien que cela. En voici un ici qui lutte pour la bonne cause. C'est lui, Raymond Lévesque, un parfait chansonnier, qui même s'il chante faux, sait toujours frapper juste. La condition de l'homme et l'actualité, il les expose drôlement avec des mots robustes. Je suis sur le chômage depuis bientôt 6 mois. Et ça prend du courage, en Titi, croyez-moi. Quand on n'a plus un sou pour joindre les deux bouts, on emprunte de l'argent, puis on a pour longtemps. Quand la grève était finie, ils m'ont offert une émission pour les enfants. J'ai travaillé là 4 ans. Les oiseaux ont des ailes. Les petits oiseaux. Les oiseaux ont des ailes sur le dos. Ils volent dans le bois. Moi, je ne peux pas. Raymond Lévesque, qu'est-ce que vous faites au cours de cette émission? Quel est le nom de votre personnage, d'abord? Moi, je me nomme Patapou. Et Patapou, c'est le fou du roi. Alors, j'ai un costume de fou du Moyen-Âge, vous savez, enfin, qu'ils vont essayer de reproduire. Alors, je me dois, de faire tout ce qui était idiot, quoi. Moi, j'ai connu Marcel Dubé. J'ai joué un autre personnage pour Marcel. J'ai joué Médée à la télévision. Qu'est-ce que t'as, maman? C'est vrai, tu vas t'en aller à Rome. T'étais arrivé à l'heure pour souper aussi, tu le saurais. J'ai écrit Médée, en fait, pour la télévision, un téléthéâtre. C'était pour Raymond. Est-ce que t'étais le premier à faire jouer Raymond, Marcel? Je pense que oui, oui. Mais il faut dire que Marcel me connaissait, nous étions des amis depuis déjà longtemps, puis il avait besoin d'un rôle d'un gars timide et qui avait l'air un peu nono, si vous me permettez. Alors il a pensé à moi. J'ai jamais employé ce mot. Un homme gagne 60$ par semaine. Combien ça fait, ça, au bout d'un mois? 60 par semaine, multiplié par 4, ça fait 240 par mois, voyons. Ça a eu du succès, puis c'est un bon rôle. Mais c'est encore un rôle pour mon personnage. J'ai joué mon personnage, c'est le nono, le bozo. Dans le Québécois, de mon temps, un bozo, c'est un bon à rien. C'est un bozo, c'est un folle-bord. Flottait dans son pantalon, de là lui venait son surnom, bozo les culottes. Avec une 5e année, savait à peine compter, bozo les culottes. Un soir, je suis sur la rue de Sainte-Catherine, dans une décapotable. Mais j'étais assis à l'arrière, ouais. Puis tout à coup, il y a un gars qui passe, puis il nous coupe. Puis j'ai dit, « Hey, toi, bonjour les culottes! » Comme ça. C'est sorti tout seul. Je m'en suis souvenu. Puis après, j'ai fait une chanson pour les gars qui ont fait le cul. Moi, j'étais un admirateur des gars qui ont fait le cul. Et particulièrement le premier a fait le cul. En 63. Parce que c'était tous des jeunes, 18, 19, 20 ans, qui sont révoltés contre la condition que les Anglais nous faisaient. Et avec une 5e année, je savais à peine compter vos jolies culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, vos jolies culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, vos jolies culottes. Puis, Trudeau, s'il est devenu premier ministre, c'est grâce au gars qui a fait le cul. Parce que les Anglais avaient peur. Puis ça leur prenait un gars, puis ça a été Trudeau. Il n'y pas le place, et qu'il lui riait en pleine face, aux jolies culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans
dans un quartier plein d'hypocrites. Bonjour les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants. Bonjour les culottes. Puis, ces jeunes-là, ce sont des seuls qui ont fait de la prison pour la cause. Il n'y a personne d'autre qui a fait de la prison pour la cause. Ah, il n'y a pas le Rose, puis son frère. Puis j'ai écrit Bonjour les culottes. Il ne faut pas que ces jeunes-là se sentent tout seuls. Puis c'est bien qu'il avait, quand ils étaient en prison, il me disait, ah, quand on écoutait Bozo, ça leur montait le moral. Ça. Are you bilingual? Comment vous dites? Are you bilingual? En d'autres termes, êtes-vous bilingue? Non, je suis pas bilingue. Vous n'êtes pas bilingue. Vous ne parlez que le français. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez que le français devienne la langue principale au Québec? Bien, certainement. Le français doit être prioritaire, car un bonhomme qui va travailler dans un bel téléphone, il doit apprendre tout en anglais. Mais c'est pas normal, ça, au Québec. En tout cas, prioritaire au Québec, tout en protégeant la langue de la minorité. Et le bonhomme qui veut aller plus loin, lui, qui veut étudier l'anglais, bien ça, c'est une langue seconde qu'il peut étudier comme le latin. Ah oui. On est tanné d'acheter des bunches puis du ballonné, des hot dogs, du marshmallow, du ketchup puis du jello. Quand on achète un Chrysler, d'acheter aussi un bumper, un hood et puis un windshield et l'hiver de l'antifreeze. Au vu, fini les previews, les cartoons et puis les news. Chez le coiffeur, plus de clippers, sauf pour ceux-là qui font peur. Priorité aux Français, assez de vivre en anglais, de se faire driller les dents, un dentier, c'est moins achalant. Fini les fuse et les plugs, remettons les chandelles à mode, que l'on ne tourne plus la switch. Les filles d'aujourd'hui s'en fichent. Priorité aux Français, assez de vivre en anglais. Faisons-nous prendre un portrait, bien peigné avec une raie, et postons ça sur le champ à la porte au Parlement en lui disant en français qu'il n'y a pas un Anglais à nous voir qui va nous refuser un statut particulier. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Moi, à mon école, j'étais pareil. 5 ans à Paris. Là, j'ai appris beaucoup de choses. C'est là que je me suis, tranquillement, que je me suis engagé pensée politique et sociale. C'était à Paris, ça. Puis je me suis instruit. Quand je suis revenu ici, c'était le début du Ariane. Puis je suis rentré dans l'Ariane. J'ai fait tout ça, le spectacle. Pierre Bourgault, à quelques heures du spectacle que le RIN donne, pourquoi ce spectacle, en fait? C'est une bonne façon d'intéresser les gens au spectacle, aux artistes québécois et aussi à l'indépendance. Il n'y aura pas de discours, évidemment, il n'y a rien de ça, mais il y a des chansons qui sont politisées et nous croyons que c'est une bonne façon d'instruire les gens de notre cause. Qu'est-ce qui vous amène au gala du RIN ce soir? Le plaisir d'entendre nos chansonniers. Bien, pour encourager pour l'indépendance du Québec. Alors, est-ce que pour vous, la politique et l'indépendance, ce sont deux expressions de la même chose? Eh bien, pour le moment, non. Mais ça viendra que ça voudra dire la même chose. C'est pourquoi, c'est à cause de cette conviction que j'ai que je suis ici ce soir. Si tu vaux 100 piastres, tu peux pas te faire enterrer. Si tu vaux 100 000, t'es l'ami de monsieur le curé. Je vous entends demain parler de liberté. Si on croit à l'indépendance, si on croit que le peuple canadien-français peut se suffire à lui-même, je crois que c'est déjà beaucoup que de le prouver en venant chanter ce soir ici. Est-ce que vous êtes personnellement en faveur de l'indépendance? Moi, je suis en faveur de l'indépendance si c'est fait d'une façon démocratique, comme le veut le RIN. Moi, j'y crois de cette façon-là. Alors, messieurs, une première question. Un chansonnier, est-ce que c'est pour vous un personnage engagé, politiquement parlant? Ça peut être l'un ou l'autre. Je pense qu'il existe des chansonniers de gauche, des chansonniers de centre, des chansonniers de droite. Ils sont plus rares. Si on est chansonnier, par exemple, je l'ai déjà reproché à Raymond qui s'en souvient de ça. C'est-à-dire, si tu prends un parti politique, par exemple, et tu frappes toujours sur le même bord, à ce moment-là,
ton métier de chansonnier, ta profession de chansonnier, libre. Ce n'est plus C'est une libéral. tribune libre, en somme. Un chansonnier. Si t'engueules pas tout le monde. Oui, je à sais, ce les moment-là, gens t'as pas sont la libres. partie Oui. Oui, mais tu peux protester si tu veux. Parce que l'autre jour, justement, avec les clients, on fait remarquer ça. On dit, chef Dieu, vous autres, les chansonniers, vous chantez juste séparatiste, séparatiste, enfin là, machin. Moi, j'ai dit, attention, moi, j'ai dit, mais s'il y en a qui veulent chanter à la Confédération, puis fédéraliste, ça, moi, je suis pas contre ça. Mais c'est pas de ma faute s'il n'y en a pas, moi, le fédéraliste, ça inspire pas. Non, mais l'idée, c'est justement qu'inspiration ou non, il faut que tout le monde y passe. Mais je pense que Raymond Lévesque est nettement engagé politiquement. Bon, ça, c'est les mots disaient anglais. C'est un droit que Raymond a du fait qu'il est chansonnier d'engueuler qui il veut. Yvon Deschamps, est-ce que vous vous sentez libre d'attaquer, vous, tout le monde? Ben, moi, je pense pas comme ça du tout. J'ai jamais attaqué personne. J'ai jamais pensé attaquer personne. J'ai jamais pensé ridiculiser rien d'autre que moi-même. Mes faiblesses, mes complexes. Ben, moi, les gens sont pas tous d'accord avec moi, dans la salle, hein? Ben non. Loin de là, ils sont pas tous d'accord avec moi. Mais ça, c'est toujours ce qui m'a frappé, moi, c'est que les gens ne disent rien. Ouais, quand ils nous le disent, ils viennent nous le dire après, dans la coulisse, puis ils font bien attention. Les gens, ils ont peur. Ben, nous autres, on n'a pas peur. Mais... Voilà, Alors, un jour, comme ça, je suis aperçu que je m'appelais Joe Laframboise. Ça fait de journal, tu gardes les annonces classées. Comme à part livrer des paquets, tu sais rien faire. C'est à ce moment-là que tu t'aperçois que tu t'appelles Joe Laframboise. Là, ça fait te dire quelque chose, au moins, hein? Tu dois être à chambre, t'as rien à manger, tu sens maudit. Quels sont les thèmes que vous privilégiez dans votre poésie? Moi, je pige dans ce que je vois dans la société. Moi, je suis plutôt contestataire, dans un certain sens. Oui. Je suis même assez révolté, mais enfin... Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis que l'on a dans la tête, qui fait qu'on n'est jamais content. Ce qu'on voulait, on l'a eu. C'est pas encore ça. C'est Jean Massot. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis qu'on a dans la tête, et qui fait que ça nous prendrait un harem, puis celui du voisin. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis que l'on a dans la tête, et qui fait qu'il y a des zélés, des maudits zélés, des foreman, des sous-chefs, qui se prennent pour le boss, et qui écœurent les autres pour une petite paye. Vous vous dressez en fait à la défense de l'homme devant des dangers que vous essayez le plus possible d'identifier. Est-ce que pour vous, devant tous ces dangers-là qui menacent l'homme, c'est le désespoir ou il y a de l'espérance? Ben, l'espérance, pour moi, c'est l'action. Il y a de l'espérance que dans l'action. Parler d'espoir en faisant rien, à ce moment-là, il n'y en a pas d'espoir. Moi, je me considère comme un travailleur, mais un travailleur de la chanson, puis un travailleur de la poésie. C'est un travail comme d'autres. Puis alors, mon travail, moi, c'est de participer, justement, puis de dire ce que je pense. Pendant que la nature est saccagée, des océans empoisonnés, et que tu tends vers une catastrophe écologique, les gens font du jogging, se tiennent en forme, et font des projets d'avenir. Pendant qu'à chaque minute, la population du globe augmente, que la famine et le chaos pointent à l'horizon, les gens font du jogging, se tiennent en forme et font des projets d'avenir. Quand il faudrait se lever, dénoncer, exiger, pendant qu'il est encore temps, les gens font du jogging, se tiennent en forme et font des projets d'avenir. Continuez à courir, braves gens, et ne vous mêlez de rien. Au bout de votre course, vous trouverez une poubelle et la mort. Demain, vous maudirez ceux qui vous auront mis dans les pétrins, mais pourtant, vous les aurez laissés faire. Madame, monsieur, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. C'est bien gentil. Je pense bien que ce soir, c'est la plus belle soirée de ma vie. Puis je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que moi, ça fait des années que je ne peux plus travailler. Ça fait 10 ans que je suis devenu sourd, fait que j'ai été obligé d'abandonner mon métier. Je reste chez nous, assis dans la cuisine. Je me lave, puis là, je marche un peu, puis après, je me rassois. Puis je me relave, puis je marche, puis je me rassois.
Puis des fois, je me mets à penser, je devrais-tu rester assis ou me lever? Ça... Ça va comme une journée, tu sais. Moi, ma surdité, ça m'a jamais dérangé. Mais ça dérange les autres, par exemple. Parce que un sourd, ils sont obligés d'écrire. Les gens n'aiment pas ça être obligés d'écrire. Ils n'aiment pas se fatiguer. Moi, quand on ne me parle pas, ça me dérange pas. Là, ils veulent tous que j'apprenne les signes, puis je refuse. Je refuse. Pourquoi, moi, je vais m'écœurer pour comprendre ce que les autres me disent? C'est aux autres à s'écœurer pour me faire comprendre ce qu'ils veulent me dire. Mais je refuse carrément. Apprendre à lire sur les lèvres, c'est 3 ans d'études, puis c'est très difficile. Parce que les lèvres, d'abord, on en a rien que 2. Si on avait plus tard, ça irait mieux, mais il y en a juste 2. Puis les positions, les 26 lettres de l'alphabet, tout. Il y a beaucoup de lettres que la position des lèvres, c'est la même. Être sourd n'est pas un malheur quand on sait tout ce qui se dit. Ce serait même plutôt un bonheur dans ce monde de sourds. Vous qui êtes durs de la feuille, soyez heureux, réjouissez-vous. Ne portez pas ça comme un deuil, car cela rend les autres. Non, là, c'est plus mort, ça. C'est difficile de jouer les chansons d'aujourd'hui parce que j'entends pas. Mais je lis. À la télévision, ils mettent les paroles des fois des chansons. C'est pas très bon. C'est toutes des affaires d'amour, puis de ci, puis revient, puis part pas, puis gna 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 gna. Les gens savent juste parler d'eux-mêmes. La chanson, là, c'est pas un divan de psychologue et de psychiatre. Moi, je suis pas indifférent à ce qui se passe dans le monde. J'aurais de la misère à faire une chanson qui n'a pas un thème. Ça, c'est ça, ça prend un thème. Quand les hommes vivront d'amour. Quand les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Mais commenceront les bougies. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les âmes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons nos mauvais jours, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix,
dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps. Il faut toujours quelques perdants, de la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, Il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Et nous serons en Poète, chansonnier, compositeur, s'il a pu écrire un jour « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère », c'est qu'il a longtemps vécu d'une profonde espérance et qu'il a assumé sa misère d'homme seul, sa solitude de grand Pierrot triste, sa naïveté de Don Quichotte et sa fidélité de Sancho Panza. De la chansonnette, il est passé au monologue, du monologue à la satire, de la satire à un engagement politique qui ne laisse pas de doute sur sa sincérité. Il sait que si les hommes veulent vivre d'amour, il faut que ce bonheur puisse d'abord être conquis, et il n'a pas craint d'utiliser la violence verbale, mais violence paisible des hommes modestes. Non, j'ai pas peur de la mort. Mais la mort, on s'endort. Je sais pas ce qui peut nous arriver de pire. On s'endort. Qu'est-ce que je voudrais qu'on dise moi après mon départ? Fait que là, Gaston Miron, il m'a dit tu diras des poèmes. Déjà, j'ai de la misère avec mes chansons et les poèmes. Allez, là. Ben, j'espère qu'on retiendra quelques-uns des poèmes que j'ai écrits. C'est tout. Et puis c'est tout. Je veux pas qu'on dise rien de spécial. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis qu'on a dans la tête, et qui fait qu'il y a des héros, des gros héros, qui s'en vont dans des pays qu'ils connaissent même pas, pour massacrer du monde, au nom de toutes sortes de maudits devoirs, de putain de conneries. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis qu'on a dans la tête, et qui fait que tout le monde baisse leur pièce. Ça, c'est ma pièce, donne-moi ma pièce, ça tient une pièce, t'as pas de pièce, mange la merde. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis qu'on a dans la tête, on va-tu être ben? Sacrement, on va-tu être ben? Ça? Et après, c'est...